Bonjour à tous les mélomanes. Lettre mélomane 2020-05. Alors il faut dire en premier lieu que ce sera une lettre mélomane assez décevante. Alors que peut-on faire dans ce cas-là? Eh bien, à propos de compositeurs qui m'ont déçu, eh bien, je peux vous proposer les œuvres que j'ai connues antérieurement de ces compositeurs et qui m'ont beaucoup plus intéressé. Également, on peut à nouveau affirmer l'idée suivante, selon laquelle eh bien, le génie, l'inspiration ne sont pas dévolus à un petit nombre de compositeurs qui seraient toujours inspirés, mais plutôt à un plus grand nombre de compositeurs, mais qui seraient inspirés plus parcimonieusement. Alors nous commençons par une œuvre de Thomas Breton, qui est peut-être la meilleure de la série, mais qui n'atteint pas la mention d'excellence. Alors une œuvre qui peut s'écouter agréablement, même si elle n'atteint pas les productions symphoniques du compositeur que nous avons vu. Alors en particulier, je pourrais citer sa symphonie numéro 3, qui est une œuvre donc, qui montre particulièrement son don de l'écriture symphonique, donc des effets d'écriture symphonique très subtils, mais qui restent tout de même dans le style classico-romantique à une époque qui est relativement tardive et qui va jusqu'au début du XXe siècle. Alors pour revenir à cette œuvre que nous considérons ici, donc Enel Alhambra de 1888, eh bien, on y retrouve une orchestration particulièrement soignée. Alors, c'est une œuvre très typique du rhapsodisme espagnol sur des motifs qui sont très amples, très majestueux, quoique, cependant, d'une relative originalité. On a tout de même l'impression d'avoir entendu plus ou moins ces motifs quelque part. Ce qui les relève, c'est le traitement symphonique qui me paraît relativement subtil. Un rhapsodisme qui évoque plutôt l'aspect allègre, l'aspect festif du folklore espagnol, et qui finalement ne s'accorde pas forcément bien avec le thème de l'Alhambra, mais pourquoi pas. En définitive, le point faible de cette œuvre, qui reste à mon avis estimable, c'est le trop grand nombre de réexpositions des thèmes sans qu'il y ait de variations. Nous passons maintenant à une œuvre de Théodore Dubois, Symphonie française en F major datant de 1908. Alors ici, comme pour l'œuvre précédente, eh bien, Théodore Dubois m'a considérablement déçu. Alors je pourrais revenir à quelques-unes de ses réussites antérieures. Alors en particulier, un concerto pour piano, le concerto Capriccioso, qui est un concerto extrêmement brillant, notamment pour ses deux premiers mouvements et que je vous conseille d'écouter. Également son concerto pour violon, qui reste dans le style classico-romantique, mais qui présente des subtilités d'écriture et un sens du lyrisme donc très, très élevé. Voilà, et en particulier également l'amalgame des parties de solistes et de l'orchestre. Revenons maintenant à cette symphonie française de Théodore Dubois, sur laquelle eh bien, je ne vais pas vraiment m'étendre. Une symphonie pour moi vraiment sans influx, sans thématique claire, hein,
Et l'auditeur, à mon avis, n'est pas accaparé par ces motifs vraiment très ternes. Pourtant, l'ensemble est animé, on a une instrumentation variée, mais c'est sur le plan de la thématique qu'il y a une insuffisance dans cette œuvre. Alors pour une œuvre qui date de 1908, eh bien, on ne retrouve aucune particularité qui puisse rappeler l'évolution musicale au début du XXe siècle. Passons maintenant à une œuvre d'Esther Parc-Marial, la sonate opus 4 numéro 2. Une œuvre qui est écrite, qui date de 1790, mais en ce qui concerne la date de composition des œuvres du XVIIIe siècle, il faut rester relativement prudent. On est ici en pleine période galante. Néanmoins, la compositrice a conservé un style qui peut rappeler plutôt celui des anciens clavecinistes. Et finalement, l'œuvre est plus moderne musicalement par rapport aux compositions de l'époque galante, avec des thèmes beaucoup moins systématiques. Or, l'intérêt thématique de cette sonate est vraiment très, très contrasté. Pas vraiment de passages ennuyeux, des idées mélodiques assez intéressantes, une certaine volubilité. Le premier mouvement me paraît le meilleur. Voilà pour ce que je dirais de cette sonate. Et quant au dernier mouvement, eh bien, il présente des passages très martelés qui m'apparaissent plutôt d'intérêt très, très limité. Reizio Vaino, une œuvre pour orchestre, la trilogie Antigone. Alors ici, comme pour la symphonie de Théodore Dubois, eh bien, je dirais que cette composition symphonique qui date de 1922 m'a beaucoup déçu par rapport notamment à la fameuse Jutsenet de Reizio Vaino, donc qui était une œuvre, ça signifie les signes, hein, qui était une œuvre d'une très grande subtilité harmonique et qui atteignait le meilleur Debussy, et qui dépassait même Debussy, qui tirait un peu vers Debussy et Sibelius, avec une exploitation vraiment extraordinaire des tons fondus. Alors la trilogie Antigone, c'est un peu comme la Fantasia Poetica que j'avais vue, qui est assez terne. Alors il faut signaler encore à l'actif de ce compositeur un concerto pour piano qui prenait un petit peu des allures de ragtime, avec une structure rythmique ultra classique, mais aussi des tons fondus particulièrement réussis, qui pouvaient rappeler un peu Ravel. Et une très grande originalité, une très grande modernité dans le sens positif du terme. Voilà, pour revenir à cette trilogie Antigone, eh bien, des cellules thématiques fondues, là aussi, mais je dirais que c'est vraiment l'aspect négatif des développements post-impressionnistes, plus ou moins debussistes. Nous passons maintenant à Johann Schobert, un concerto pour piano qui date de 1765. Alors, ce concerto n'est absolument pas essentiel, hein, je ne conseille pas vraiment de l'écouter, même s'il n'est pas totalement négatif, mais vous savez que critiquemusical.com eh bien, est assez spécialisé dans le domaine du genre concertant pour piano-orchestre, et donc je me dois de considérer tous les concertos pour piano. Alors Schobert, je ne peux pas dire qu'il m'est déçu, parce que les œuvres que j'avais auditionnées de ce compositeur eh bien, ne m'avaient pas spécialement marqué, alors qu'il s'agisse d'une de ces sonates, hein, opus 14 numéro 4, je crois, la 5 aussi, et qu'il s'agisse aussi de quatuor ou de
trio. Alors pour revenir à ce concerto pour piano, eh bien lui aussi, comme la compositrice que nous avions vue pour une sonate, eh bien il a conservé le style des clavecinistes, ce qui est positif, alors qu'on est ici 1765 en pleine période de style galant. Le point faible, eh bien, c'est celui en réalité d'un très grand nombre d'œuvres du XVIIIe siècle, hein, qu'elles soient baroques, qu'elles soient galantes. Ce sont les passages symphoniques, et ici, ces passages symphoniques sont vraiment très poussifs. Le soliste, eh bien, parfois se hausse à un certain degré d'expressivité, et notamment à l'occasion de marches d'harmonie. Alors il faut préciser que ces marches d'harmonie, c'est un procédé très courant au XVIIIe siècle. Évidemment, c'est toujours un procédé qui peut paraître facile, mais c'est un procédé qui a toujours une certaine efficacité et qui est toujours relativement lyrique. Et ici, eh bien, le Schobert réussit à en tirer parti. Hein. Donc voilà pour l'aspect positif de cette œuvre. Donc on retiendra une étoile, mais une étoile qui est méritée pour le deuxième et le troisième mouvement. Nous terminons par Soukup Vladimir, un concerto qui date de 1961, donc concerto écrit très tardivement. Alors c'est un concerto qu'on peut qualifier de moderniste, dans le sens où il y a des dissonances criantes, il y a également du cacophonisme développé de manière absolument arrogante, un peu dans le style de Shostakovich, mais classique dans le sens où l'œuvre reste mélodique et elle n'est absolument pas atonale, donc elle se place plutôt dans le sillage du groupe des six. Alors, visiblement, le compositeur fait esprit de provocation volontaire, et je trouve dommage que cet esprit ait gâché la part positive possible de cette œuvre. Alors on peut rêver à ce que cette œuvre soit réécrite d'une manière beaucoup plus euphonique, et je pense qu'on aboutirait à un résultat qui pourrait être positif. Voilà pour les œuvres de ce mois-ci. Je vous remercie de m'avoir écouté.